Bonjour tout le monde. Alors, Back to School, édition 3. Donc le petit récapitulatif est assez simple, hein. Je veux dire, on est parti plutôt du constat de qu'est-ce que l'email marketing avec quelques chiffres clés, un petit quiz qu'on avait fait. Vous aviez tous très bien répondu à la plupart des questions. De là, on est passé plutôt sur une partie l'ergonomie de l'email, comment le découper en petits morceaux, optimaliser les notions de pré-header, les notions d'image, les notions de texte, les notions de mobile. On a vraiment essayé de remettre ça un petit peu je veux dire, au goût du jour et être certain que vous puissiez suivre. Et alors, ben, vu qu'on a fait les chiffres, le découpage de l'email, ben maintenant il faut garantir qu'on arrive dans cette fameuse mailbox qui est un sujet complexe, on va pas se mentir, qu'on appelle la délivrabilité. Alors l'idée autour de ça, c'est vraiment de vous expliquer comment nous on travaille autour de ça, le partage, je vais dire, de ce qu'on a appris pendant 20 ans de devoir délivrer des emails évidemment aussi. Très très rapidement sur moi-même parce que je pense que la plupart d'entre vous me connaissent maintenant. Je m'appelle Jonathan, bientôt 10 ans que je travaille chez Actito, donc j'ai vraiment suivi pas mal l'évolution du marketing automation dans le sens large. C'est pas lié à un canal, mais plutôt à un mindset, je pense, en grande partie. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aider un maximum nos clients et nos prospects à pouvoir délivrer des messages qui sont impactants, les plus personnalisés possibles sur leurs consommateurs. Aujourd'hui, moi, j'aime bien le terme conversation marketing et je pense que c'est vraiment ça que moi, j'essaie de faire au travers d'un axe certes technologique qui me permet de pousser grâce à vos feedbacks sur les ingénieurs qui fabriquent cette technologie au jour le jour. Alors, un compte Twitter, un compte LinkedIn, une adresse mail, n'hésitez pas, que ça soit question, que ça soit du feedback par rapport à comment on fait nos webinars et comment on pourrait les optimaliser. Feedback is a gift et on adore ça. Alors, dernière fois, vu que c'est la troisième session, je vais aller très très vite sur la partie Actito. Donc, Actito, c'est une plateforme SaaS, donc Software as a Service, lancée en 2001. Donc, vous voyez qu'on n'est pas un petit nouveau dans la place non plus. Donc, c'est plus de 17 ans d'expérience qui ont pu être, je vais dire, rassemblés et collectés. C'est une société belge, mais qui aujourd'hui est présente également à Paris, donc on couvre toute la France, également aux Pays-Bas et au Canada, où on a d'ailleurs gagné hier un petit prix comme étant une des sociétés belges qui progresse le mieux sur ce continent-là. Alors, on dépense beaucoup de sous dans la R&D, on est une centaine de personnes parce que ça me permet de faire la transition vers ça. Nous aidons les marketeurs à découvrir les opportunités business parce qu'aujourd'hui, le marketing et le business, ça ne fait qu'un à nos yeux. Et au fond, l'idée, c'est vraiment d'aider donc ce marketeur à identifier sur un parcours client ces opportunités à travers technologie d'un côté, mais surtout des services de type expert d'accompagnement. Donc, c'est vraiment la fusion de deux mondes, la technologie d'un côté, les humains de l'autre, au service du marketeur. Voilà, ces choses faites, on plonge dans le vif du sujet qui est donc la délivrabilité avec des notions de bonne pratique et on va essayer de mettre tout ça un peu en contexte. Alors, je vais d'abord essayer de peindre un petit peu c'est quoi la délif, comment est-ce qu'on peut l'optimaliser dans une étape 2. Si on a un souci, ce qui peut arriver et ce qui arrive malheureusement encore trop souvent, comment est-ce qu'on doit réagir? Des petits partages d'expérience et peut-être quelques idées à la gestion et comment les do's and don'ts, comme on dit en anglais. Alors, première chose qu'il faut bien comprendre, c'est, moi, je vais parler de vous ici, et c'est vous en termes de personne, de société, une marque. De l'autre côté, vous avez des gens comme moi, qui sont des consommateurs chez vous. Et en dessous de ça, il y a cette fameuse couche de technologie que vous achetez, que vous louez, à voir un peu dans quel mode vous travaillez. Donc, moi, je vais utiliser évidemment Actito comme l'exemple par rapport à ça. Donc, on va prendre une société X souhaite envoyer des courriers à sa base de données. Elle va avoir une plateforme technologique qui va lui permettre de faire ça. Cette plateforme technologique a elle-même une infrastructure, comme on dit, qui va communiquer avec ceux qui créent l'Internet, donc des serveurs à travers le monde entier. Quand vous envoyez un courrier, votre email va passer par énormément de serveurs avant d'arriver chez ce qu'on appelle un FAI, donc un fournisseur d'accès Internet. Alors, on a les très connus, et je vais prendre les Belgacom, les Telenet en France, on pense à Orange et autres. À côté de ça, vous avez également tous les webmails, Gmail, Hotmail, Yahoo. Eh ben, donc là, on est vraiment au niveau du FAI, donc ces serveurs
serveur communique avec eux et hop, ça va déterminer ou envoyer un message au lecteur final, en l'occurrence, si je prends l'exemple ici, moi. Donc, il y a clairement deux notions là-dedans, une notion technique et une notion fonctionnelle. Alors, la notion de technique, elle peut avoir un impact sur le fait que Jonathan ne reçoit pas le message de la société X, comme j'ai dit. Alors, ça va pouvoir se situer, je vais dire clairement, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est Actito a envoyé votre message dans l'Internet, on va dire, et l'Internet n'arrive pas à communiquer, ouais, c'est le bon terme, communiquer avec le FAI. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, des notions, le domaine n'existe pas. Par exemple, si je vais prendre le cas, tartampion.com n'existe pas, il y a une rupture, il n'y a pas moyen de faire acheminer votre message à ce serveur. Ça, c'est une première logique. Ça peut aussi être que le serveur est en panne. Alors, ça existe moins aujourd'hui que ce que j'ai connu il y a quelques années, mais il y a quelques années, la plupart des petites TPE hébergeaient ça chez eux. De temps en temps, on devait déménager. Du coup, ils coupent le service. Je trouve que c'est juste ce moment-là où vous, en tant que marque, désiriez leur envoyer un message. Et évidemment, il n'y a pas de connexion, le serveur n'est pas alimenté en courant ou autre, du coup, une rupture de nouveau. Donc là, on est vraiment sur une première notion. La deuxième notion qui est derrière, admettons qu'on arrive au niveau d'un Gmail, vous souhaitez également que Jonathan reçoive ce message. Dans le cadre du B2B, vous envoyez un message à actito.com, vous souhaitez que Jonathan le reçoive aussi. C'est vraiment cette liaison-ci. Alors, admettons que Tartampion at Actito n'existe pas, ça va être la première notion de rupture entre donc le FAI et le destinataire final. Ça peut aussi être que votre message par rapport à un certain nombre de fields qui sont implémentés sur les Gmail, les Hotmail, les Outlook, les fournisseurs d'accès Internet et boîte mail, tout simplement détermine que votre message est du spam. Donc, c'est du message non sollicité et du coup, ce sont des filtres intelligents qui vont se mettre en route et qui vont du coup bloquer ce message et empêcher Jonathan de le réceptionner. Alors, dans le cas du B2B plus qu'en B2C, une boîte mail full est également un lien qui est cassé vu que je ne peux pas, la boîte, on peut imaginer ça comme une boîte physique, on ne sait plus rentrer un courrier dedans. Donc là, on est vraiment sur un aspect technique. Ce n'est pas lié à vous et à votre message et votre destinataire, mais clairement, si on peut caricaturer, aux tuyaux que vous utilisez qui ne sont pas optimalisés par rapport à ça. Alors, ce qui est très important de savoir, c'est que le FAI, donc la petite boîte que je vous avais montée en bas à droite, elle retourne toujours quand il y a un problème technique. Elle va dire soft bounce, hard bounce, c'est ce qu'on appelle des feedback loops. Donc, il repasse de l'information à Actito. Actito, alors c'est des messages qui peuvent pour certains paraître très chinois ou compliqués à comprendre. C'est pour ça que nous avons en interne nos propres experts, des gens comme Anne-Claire par exemple, qui sont capables de comprendre ça, qui sont capables d'agir sur ces messages-là et de fournir les bonnes pratiques à ce moment-là directement au client. Donc clairement une notion technique qui était cassée donc entre, je vais dire au niveau du tuyau et du coup on avait des impacts là-dessus. Alors est-ce que l'email arrive donc toujours à votre destinataire? La réponse est malheureusement sur un axe technique, comme je l'ai dit, non, vu que Jonathan ne l'aura pas vu qu'il va être terminé, il ne va même pas être délivré au niveau du spam, il va être bloqué directement. Donc attention à bien comprendre qu'il y a une notion technique. Du coup, vos différents fournisseurs, vos prestataires doivent avoir une expertise, et à mon avis, c'est une expertise qui est très locale. Alors moi, je l'ai vu de nouveau sur le fait que je suis là depuis plus longtemps. On dominait ça très bien en Belgique. Quand on est arrivé en France, on a dû trouver des experts comme Anne-Claire, justement, qui avaient la compréhension de comment délivrer un email chez La Poste, chez Orange, chez tous les fournisseurs dessus. Et c'est chaque fois, à chaque nouveau pays où nous arrivons, une expertise locale qu'on va chercher parce que cette valeur-là me semble primordiale pour vous, marketeurs. Alors, la seule petite chose qu'il faut bien retenir, c'est que si c'est du spam, nous, donc le FAI ne va pas renvoyer cette information à nos experts à nous. Pourquoi? Parce que vous doutez bien que si on nous expliquait chaque fois pourquoi leurs services nous mettent en spam, les gens qui font vraiment du spam auraient également cette information. Et alors aujourd'hui, on sait déjà qu'il y a un grand nombre de messages qu'on reçoit dans nos boîtes qui sont non sollicités. Vous imaginez si tous ces gars avaient les informations sur comment optimaliser encore ça, on serait vraiment dans la misère. Alors, la délivrabilité fonctionnelle, je vais dire, ce sont donc des emails entre la relation que vous avez avec, je vais dire, vos lecteurs et vos consommateurs. Alors, il y a des signes qui sont très positifs. Les emails qui s'ouvrent, on adore ça. L'expéditeur est rajouté au répertoire, au carnet d'adresses. Alors, ça paraît vieux comme le monde. C'est quelque chose comme moi, j'ai dû apprendre l'email marketing il y a 10 ans, était déjà dans les livres en disant, on mettait ça dans le haut du mail, on disait, rajoutez cette adresse au carnet d'adresses. C'est des choses qui sont perdues, alors que ce sont, encore une fois, des bonnes pratiques. Alors souvent, on a plutôt tendance
se relayer par rapport aux prestataires que vous avez utilisés. N'hésitez pas à les challenger en disant est-ce que c'est encore positif, est-ce que c'est encore d'actualité de faire des choses là. En l'occurrence, sur ce point de rajouter au répertoire, moi je vous conseille clairement de le faire parce que ça a un impact positif là-dessus. Les Gmail et les Yahoo, ils adorent ça. Alors, enregistrer un email dans un dossier, c'est une bonne chose aussi. Pourquoi? Ça veut dire que suite à une ouverture et à un clic, vous avez dit à votre fournisseur d'accès que ce message a de la valeur pour vous, vu que si vous le mettez dans un dossier, c'est que vous allez le relire. Alors, la seule chose que je ne vous conseille vraiment pas de faire, c'est d'avoir des règles automatiques qui vont trier vos emails dans ces dossiers, parce que typiquement, on va perdre l'ouverture, on va perdre le clic, ça va être du filtrage automatique, du coup, vous allez passer dans une notion d'inactivité, du coup, montrer peu d'intérêt pour ce type de message. Donc, attention à bien faire ça sur une opération manuelle et pas créer une règle dans Outlook, par exemple, qui ferait ça automatiquement pour vous. Alors, l'email est enregistré dans le spam box et arrivé dans la spam box. Ça peut arriver, on va pas se mentir. C'est sûr que dans le cadre d'un welcome programme, et on en reparlera, il faut penser à rappeler que ça peut arriver que vos messages soient distillés dans ce petit onglet, souvent à gauche ou un peu caché, et que les gens peuvent le drag and dropper, le prendre et le déposer dans leur mailbox. Ils vont donner un signe très très positif à ce moment-là en disant tiens, Gmail ou autre, tu as fait une erreur. Ce message, je le sollicite, j'ai envie de l'avoir. Et du coup, ils vont le repositionner dessus. Et alors, moi, je fais partie de cette nouvelle génération, je pense, où j'ai envie que l'email soit à nouveau conversationnel comme il l'est si je vous avais envoyé un email de ma boîte professionnelle. À savoir que qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Je vous laisse l'option de pousser ce petit bouton qui est répondre. Répondre veut tout simplement dire valeur, échange, relation. Encore une fois, c'est vraiment cet écosystème-là que vous devez mettre en place, cette approche métier, je veux dire, de conversation continue. Alors, il y a évidemment des points négatifs. Les points négatifs, ça va être l'email et les supprimer directement. Ça rentre dans votre boîte, vous faites delete. Le fournisseur d'accès a cette information et du coup va se dire peu d'intérêt et il va regarder comment les autres personnes qui ont reçu ce message réagissent. Si on est un grand nombre à faire ça, vous pensez bien que l'impact va être colossal à ce moment-là au niveau de la délivrabilité. Si l'email est considéré comme spam, ben, automatiquement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vous disais qu'on peut essayer de corriger, ça peut arriver, mais il y a des fois où c'est clairement aussi, je vais dire, un impact, je vais dire, qui a été créé par vos lecteurs. Et alors, du phishing, juste rapidement, le phishing, c'est essayer de voler l'identité d'une marque. Si j'utilisais par exemple 3O dans Google par exemple, ben, j'essaye d'usurper la force de la marque d'un Google pour faire des choses malveillantes derrière. C'est ce qu'on peut appeler du phishing. Alors, il faut l'optimaliser, la délif. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, ni comme ça. C'est quelque chose qui se fait dans le continuum, tout le temps. C'est un job qui ne s'arrête pas, malheureusement. Pourquoi? Parce que ces règles évoluent au niveau des différents fournisseurs d'accès. Vous, en tant que marque, essayez de sortir de la masse. Ouvrez votre boîte Gmail, regardez combien d'emails vous avez dans votre onglet de promotion. C'est probablement très rempli. Et du coup, il va falloir agir. Du coup, il y a vraiment deux niveaux. Un niveau que vous avez vraiment, c'est vous, la valeur, la proposition de valeur, la relation que vous avez avec vos abonnés et vos clients. Et puis, il y a une partie technique où certes, vous relayez sur des prestataires comme Actito ou autres qui, eux, vont dominer ça. Ça n'empêche qu'avoir cette compréhension est vraiment important. Du coup, c'est un travail sur deux axes. Une délivrabilité, je veux dire, optimalisée au niveau de la relation avec la marque et puis d'avoir les bons outils techniques en place dessus. Et les deux ensemble sur ce qu'on va appeler le long terme, vu que malheureusement, c'est pas quelque chose que vous faites une fois et qui s'arrête. Il faut continuellement valider que tous ces processus tournent bien, fonctionnent bien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour optimiser une relation entre une marque et ses abonnés? Ben, de un, on va déjà être très centré client. Chez Actito, on a une expression qui dit qu'on essaye, enfin on se met dans les chaussures des marketeurs, parce qu'en gros, certes, vous êtes notre client, mais si je n'arrive pas à générer de la valeur pour votre client, de toute façon, vous ne serez pas content et on remonte. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'essayer de nous avoir cette notion de se mettre vraiment dans vos chaussures en essayant de vous challenger, en essayant de vous apporter de la valeur. Donc ça, c'est déjà le départ où il faut essayer d'être vraiment très centré client. Alors, la deuxième chose qu'on va faire, c'est s'assurer de l'intérêt. Encore une fois, le welcome email
est un outil clairement sous-exploité aujourd'hui par les marketeurs. Alors le welcome, c'est plus que « merci de t'être inscrit ». De un, cette personne vient de vous donner la chose la plus importante sur Internet, à savoir son identité digitale. Alors vous allez me dire « oui, la génération Z, les millennials et tout ça, ils s'en foutent de l'email ». Sauf qu'ils ont tous une adresse email parce que même qu'ils sont sur WhatsApp, Snapchat, Musical.ly, whatever, en réseaux sociaux, ils ont dû se créer un compte en utilisant leur adresse email. Donc partez déjà du point de départ de se dire vous avez reçu ce qui est le plus important, cette fameuse adresse email. Vous avez fait pour ça une proposition de valeur. Vous avez dit je vais vous amener un service, un produit, une expérience. Donc il faut vraiment rester logique par rapport à ça. Du coup, ce welcome permet de rappeler ça. Tu vas recevoir une newsletter par semaine, je vais te parler de produits et de services, je vais t'accompagner là-dedans. Du coup, vraiment boulonner ça dans toutes les opérations que vous faites. Informez également vos abonnés, vos lecteurs sur les logiques et vos messages. Ceci est un message promotionnel, ceci est un message éducatif, ceci est une demande de connexion avec vous. On va penser au NPS, Net Promoter Score, cette fameuse cote de 1 à 10 qui détermine s'ils seraient prêts à proposer vos services ou vos produits à leur environnement, à leur pairs par exemple. Et également maintenir ce lien. Pourquoi? C'est typiquement, si vous prenez le cas d'un voyagiste, aujourd'hui je vais partir à New York, il y a peu de chances que je reparte à New York demain à titre privé. Essayez de trouver, d'avoir cette relation où Jonathan partagerait avec vous mon prochain voyage est potentiellement dans 6 mois. Ça va vous permettre de travailler sur des notions de pression commerciale, par exemple. Et du coup, d'arrêter d'envoyer des messages là où ce n'est pas pertinent pour moi et de réengager la conversation où ce sera pertinent avec moi. Donc, c'est vraiment cette relation. Et ça, c'est vous qui l'avez. C'est pas des outils comme Actito qui déterminent ça. C'est clairement vous, en tant que marketeur, qui, en anglais, on dirait stand out of the crowd, essayer de sortir du bruit et de la masse par justement avoir cette véritable relation entre votre marque, vos clients, vos prospects, vos lecteurs. Typiquement, des petites notions de relance d'inactivité. Si vous êtes un média, que Jonathan lisait tous les matins la newsletter d'information sur ce qui se passe en Europe et que pendant 1 mois, il n'a plus ouvert cet email, il y a peu de chances que je ne m'informe plus sur ce qui se passe. Il y a par contre un grand risque que je vais chercher mon information ailleurs. Essayez par des emails du genre donne-nous ton avis, pourquoi ne lis-tu plus nos newsletters, de créer cet échange pour récupérer cette information. Alors, hormis si vous avez une boule de cristal qui vous permet de le savoir, pour moi, la seule manière de le faire d'une manière optimale, c'est de créer cette relation et d'aller engager cette conversation et d'essayer de récupérer ce que vos lecteurs, vos clients pensent réellement et n'ont pas partagé avec vous. Par contre, il y a une notion de spam trap. Attention, si vous avez fait des collectes de bases de données ou que vos bases de données ne sont pas récentes, un spam trap est tout simplement des adresses email utilisées par les FAI pour comprendre comment vous avez fait l'acquisition de la personne et comment vous traitez vos lecteurs globalement. Si vous envoyez sur des spam traps, vous pouvez être persuadé que les fournisseurs d'accès vont clairement vous sanctionner et c'est très très difficile de recréer une relation de confiance avec eux, mais on reviendra un peu plus tard là-dessus. Alors, si on part de la logique d'une acquisition, d'une construction d'une base de données, il y a des éléments qui sont super importants. L'achat de base est proscrit. Proscrit. Je réinsiste encore une fois, 3e fois, comme ça je leur ai dit, proscrit. Acheter une base de données, c'est vraiment faire rentrer le loup dans la bergerie, vu que ces bases seront pleines de spam traps, sont à 90-90% du temps juste pourri en termes de qualité. Vous n'aurez du coup 0 valeur et par contre un impact très très négatif sur toute cette base que vous aviez déjà collectée de manière plus qualitative qui va être impactée par tout le garbage, la moins bonne qualité que vous allez rentrer dedans. Donc si on prend un graphique en disant de la plus mauvaise source à la meilleure source, les achats de base sont clairement les plus mauvais. Toutes ces notions de également partenaire, third party, des petites cases à cocher qui font que les gens n'ont pas trop compris, mais pour jouer à un concours, ils ont donné leur adresse email qui est 9 chances sur 10, pas en plus leur adresse email principale, c'est pas bon non plus. Mais bon, on n'est plus dans le rouge, on est dans l'orange. Ça aura un impact qu'il faudra comprendre et pouvoir contrôler, mais on n'est pas encore dans ce que moi je vais appeler de la qualité. Par contre, c'est sûr que je pourrais pas vous dire que l'enregistrement ou
captation de données à travers des formulaires papier, par exemple, est une mauvaise chose. Il se trouve que dans certains cadres business, c'est la meilleure manière de collecter de la donnée. Nous, on a par exemple une chaîne très connue qui s'appelle Lunch Garden en Belgique. C'est de la restauration rapide. C'est sûr que quand vous êtes avec votre plateau, avec votre soupe et votre spaghetti, pour dire quelque chose, c'est difficile d'aller compléter un formulaire sur un iPad ou sur une tablette. Par contre, quand vous êtes à table, le petit formulaire papier que vous pouvez compléter et déposer dans la boîte, ça a du sens. On est clairement sur ce qu'on appelle de la collecte offline. Ça a de l'intérêt. Le petit souci à ça, c'est qu'on ne peut pas valider la qualité de l'information qui est tapée. Je pense par exemple des espaces dans les adresses e-mail, des erreurs qui vont être faites lors de l'encodage du papier vers un formulaire digital. Il y aura toujours un peu de perte, mais on est quand même sur quelque chose qui est dans le vert pour moi. C'est sûr que la collecte online, elle va avoir plein d'avantages. On pense à des choses comme l'adresse des personnes où on va pouvoir faire l'appel de l'API, donc un service de Google qui va pré-remplir ces données, qui vont donc garantir une très haute qualité de la donnée saisie. Donc voilà, pensez à ça aussi. Alors, Anne-Claire, Thomas, François, Mathieu, enfin toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre que certains d'entre vous, dans les clients, ont déjà eu contact avec, eux, leur job, c'est de travailler sur cette relation avec les fournisseurs d'accès Internet que j'ai déjà mentionné, les Gmail, les Hotmail et autres. Alors la première chose qu'ils vont faire, c'est ce qu'on appelle de l'authentification. En gros, vous allez donner à Actito l'autorisation d'utiliser votre marque et Actito va mettre à disposition des processus techniques et d'infrastructure pour garantir des envois rapides, efficaces. Alors ça va passer par ce qu'on appelle des signatures SPF, DKIM, des marques. Alors c'est des mots très technique, je veux dire, un peu archaïque probablement même, mais c'est important que si vous construisez un RFP, vous intégrez ces notions-là pour tester la connaissance que votre fournisseur, votre partenaire va avoir. Moi, je parle toujours, on n'est pas un fournisseur, on est un partenaire chez nos clients parce que c'est une expertise qui va au-delà de la technologie qu'on propose. C'est clairement des gens qui ont ces liens et cette expertise métier. Donc la première, une partie technique qui va être l'authentification. Le deuxième, ça va être les règles aussi de chaque fournisseur d'accès. Je prends un exemple très connu. En Belgique, on a des fournisseurs d'accès Internet type Belgacom, Telenet. En France, vous avez La Poste. Aux Pays-Bas, c'est KPN. Je sais plus tous les noms, T-Mobile par exemple au Canada. Chaque société, chaque fournisseur d'accès a développé à travers les années des règles de bonne pratique qu'ils veulent que nous, sociétés comme Actito, devons respecter. Ça va être du type d'infrastructure à mettre en place, la vitesse d'envoi, la gestion d'un certain nombre de choses. C'est vraiment là-dessus qu'on doit travailler. Et de nouveau, ça, c'est de l'expertise locale. Si je prends des grands noms tels que Mailchimp et autres, eux vont se concentrer sur les Gmail et les Hotmail parce que ces règles sont les mêmes partout. Tandis que quand vous devez travailler sur une brique locale, fournir un email à ma maman qui est sur Skynet, il faut savoir comment rentrer chez Skynet, qui est tout à fait différent de Gmail. Gardez ça à l'esprit, demandez s'ils ont des experts en interne qui travaillent là-dessus. Et alors, il y a la relation humaine de nouveau. Alors, ça fait partie de notre proposition de valeur, encore une fois, hein, c'est de la technologie d'un côté et des humains de l'autre côté. On est clairement dans ce débat-là, je vais dire, et c'est avoir ces relations pour comprendre ce qui se passe, vu que cette information ne revient pas vous rappeler sur le volet technique, elle n'est pas fournie. Du coup, il faut rentrer en contact avec ces gens. Donc, si je résume un petit peu, il va y avoir la partie où c'est votre prestataire, votre fournisseur de technologie qui va devoir vous accompagner. Dans le cadre d'Actito, ça va être vous informer sur la délivrabilité technique, c'est ce fameux workshop qu'on fait en amont. Également sur les comportements de vos abonnés, c'est de l'analyse continue, je vais dire. Ils vont devoir également, ou nous allons vous conseiller auprès des différents FAI sur ce qui doit être mis en place, comment attaquer le welcome chez eux, comment attaquer l'inactif chez lui, ou encore comment traiter des plaintes chez un troisième. C'est votre relation avec vos abonnés. On va vraiment mettre beaucoup de pression sur vous pour garantir que vous puissiez performer à la hauteur de vos attentes. Alors, en cas de problème, on va vous aider. C'est pour ça, là, j'ai mentionné 4 noms. Ce sont ces personnes-là qui prennent proactivement contact avec vous. Alors, c'est semi-proactif vu que vous avez un impact, mais on a fait le proactif en essayant de tout mettre en place. Parfois, on se loupe, ça peut arriver. Ça fait partie aussi, ça, de l'agilité. Quand on veut tester les choses, des fois, on va se rater. Eux vont vous réaccompagner pour vous remettre dans le droit chemin et pour pouvoir retravailler cette relation. Et alors, également, dans la gestion du quotidien. Par contre, de votre côté, vous avez des responsabilités aussi, la qualité de votre contenu, le maintien de votre base de données,
jouer sur vos fréquences d'envoi, comprendre les attentes. C'est vraiment important et ça, c'est vous en tant que marque, c'est votre qualité, c'est votre message. C'est pas nous. Là, je vais dire, votre abonné, il s'en fout de quelle plateforme vous utilisez. Je vais dire, par contre, il va vous évaluer sur la proposition de valeur que vous proposez. Alors, des réactions face à des petits soucis comme ça. Donc, quand on détecte des problèmes, par exemple, vous pouvez penser à 3 notions que vous pouvez regarder de campagne en campagne qui vont être les hard bounce. Donc ça veut dire techniquement, j'ai pas réussi à arriver chez Jonathan. On va avoir également des notions de spam et des notions de soft bounce. Alors, un soft bounce? C'est par exemple une boîte mail est full, la personne is out of office, des choses du genre. Si du hard bounce ou du spam passe le pourcent, vous avez clairement une alarme qui dit il y a quelque chose qui est problématique dessus et il va falloir agir. Également au niveau du bounce, si vous avez plus de 5% de soft bounce, il y a quelque chose qui foire. Il y a vraiment quelque chose sur un aspect qui doit être travaillé, compris en tout cas, et c'est là de nouveau où les experts d'Actito peuvent vous accompagner dessus. Alors, ça c'est clairement sur la partie technique de nouveau, sur quoi vous aurez peu la main, mais l'information est présente dans le reporting et vous permet du coup de prendre contact avec votre CSM qui lui-même a accès donc à ces experts. Après, il y a la partie fonctionnelle. La partie fonctionnelle, c'est pas difficile. Si vous avez vos clics qui diminuent alors que vous avez un taux de clic à 15% pour dire quelque chose et quand une fois vous descendez à du 4%, il y a quelque chose qui se passe. Et il faut comprendre quoi. Est-ce que on a envoyé le mauvais produit à la mauvaise cible? Est-ce que la proposition de valeur n'est pas la bonne? Il faut chercher, il faut comprendre ce qui s'est passé, mais là on est vraiment en termes de relation vous et vos consommateurs, c'est de l'ordre du fonctionnel. Un taux d'ouverture qui descend. Alors c'est sûr que nous, ça c'est en anglais, on appelle ça vanity metrics. L'ouverture, souvent, c'est une donnée un petit peu. Si je fais plus de 25%, je fais bien. On avait parlé des benchmarks dans le premier. Mais typiquement, si votre benchmark propre que vous avez construit, c'est 25 et que vous êtes à 12, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une erreur humaine? Est-ce que il y a eu un problème au niveau du message, du contenu du message? Ce sont vraiment des éléments qui vous mettent la puce à l'oreille. Et encore une fois, à partir du moment où on fait technologie d'un côté et qu'on fait accompagnement de l'autre, c'est là où vous pouvez rebalancer ces éléments. Alors, si vous avez un souci, 4 étapes, je veux dire, ou en tout cas 4 notions à devoir aller challenger. La première chose, c'est d'essayer d'identifier le problème. C'est bien de dire que j'ai un pourcentage qui descend, mais où est-ce que je vais travailler? Qu'est-ce qui a foiré? On va dire les choses comme elles sont. Il faut vraiment essayer d'isoler la logique. Par exemple, moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais un client qui avait un partenariat avec Google et il se trouve que le fait d'avoir mentionné Google dans son message était la source du problème. Ça nous a pris un peu de temps pour le trouver, mais dès qu'on l'a trouvé, on a pu isoler. Donc une fois qu'on a isolé le problème, on va le corriger. En l'occurrence ici, on a retiré tout simplement Google en termes de contenu, vu qu'il pensait qu'on faisait du phishing. Vous vous rappelez, je vous ai dit là tout de suite, essayez d'utiliser la puissance d'une marque, mais qui n'est pas en relation avec vous, et du coup de retirer ça. Donc là, typiquement, corrigé, on l'a retiré. Alors si on est sur l'ordre de la technique, parce qu'il y a eu un changement de serveur ou je ne sais quoi qui s'est passé au niveau des tuyaux, comme on avait dit, c'est contacter le FAI. Alors moi, ce que je vous conseille là, c'est de passer par vos experts chez les plateformes que vous utilisez. En l'occurrence, Anne-Claire a des accès que vous n'aurez jamais et que je n'ai pas non plus. C'est elle qui va pouvoir faire ça, mais on ne peut pas en abuser. Parce qu'encore une fois, je vais dire, c'est à faire dans le cas d'extrême urgence ou d'extrême problème qu'il va falloir interagir là-dessus. Et puis, une fois qu'on a identifié, corrigé, recontacté le FAI, ça n'aura pas un impact du jour au lendemain. C'est pas une potion magique, c'est pas une formule magique. Il va falloir retravailler sur la construction, sur la remise en confiance entre vous, vos abonnés et les différents fournisseurs d'accès. Donc, le partage d'expérience que je peux avoir avec vous, c'est l'authentification de l'envoyeur. C'est vraiment la partie technique que j'ai déjà mentionnée avec vous. L'envoi d'email de bienvenue avec une notion d'engagement et plus que le et super de tête inscrit, rappelez votre proposition de valeur, remettez les gens à compléter peut-être de la donnée complémentaire, engagez cette conversation. N'essayez pas non plus de tricher avec un lien de désinscription. Je me désinscris écrit en blanc sur un fond blanc. Vous allez être pénalisé, ça va impacter votre business, ça va aussi impacter les gens qui veulent recevoir parce que ces emails vont terminer dans l'onglet spam. Respectez vos engagements. Si vous avez dit que vous envoyez une fois par semaine, ne commencez pas à envoyer 4 fois par semaine ou allez chercher cet extra opt-in, cette augmentation de pression en donnant une valeur de nouveau à vos destinataires. Pensez à la notion des actifs et des inactifs. Comme je vous disais, si Jonathan n'ouvre plus la newsletter d'information depuis un mois, c'est probablement qu'il va la chercher ailleurs. Essayez de comprendre ce qui s'est passé. Alors, sur l'autre côté,
les points très très négatifs, les achats de base, s'il vous plaît, on évite. La fusion des profils en mode un petit peu Coabunga, on évite clairement aussi. Je vais dire, réutiliser du contenu, c'est pas une bonne chose. Je vais juste mettre ça un peu en parallèle. Un renvoi suite à un contenu, ça a clairement du sens. Si vous avez eu un taux d'ouverture, que vous isolez les ouvreurs et que vous renvoyez un contenu vers les non-ouvreurs, vous allez chercher du delta performance, je vais dire 3, 4, 5% d'ouverture supplémentaire, donc ça a de l'intérêt. Par contre, attention à ne pas réutiliser toujours ce même contenu, parce que Google et autres détestent cette approche du duplicated content, comme ils disent. Du coup, retravailler un peu le contenu en le mettant de tête un peu en avant. Les personnes qui avaient lu ont adoré ça, par exemple. Ça pourrait être une approche qui me paraît assez sympa à tester. L'utilisation de contenu suspect, on s'en doute, c'est toujours un challenge d'ailleurs pour les gros cabinets pharma qui doivent vendre des petites pilules bleues de pouvoir faire arriver ces emails évidemment. Donc là, on pense à tous ces mots qui sont un peu négatifs ou en tout cas qui sont très vite captés comme étant à risque. Et alors, la négligence des signaux, c'est si vous avez vu des taux baisser et que vous continuez à vous acharner en utilisant la technique de l'autruche qui consiste à mettre sa tête dans un trou, c'est sûr que vous allez être impacté beaucoup plus que ce que vous ne le pensiez. Alors, très rapidement, parce que je vois que je suis de nouveau passé mes 30 minutes, pour vous donner un peu une approche que nous on a chez Actito, et c'est pas du tout dans la logique de vous vendre quelque chose, mais plutôt que vous puissiez challenger d'autres partenaires aussi. Nous, par exemple, quand on a un nouveau client, on passe par les prérequis et ça va être une présentation un peu de ce que je viens de faire ici avec vous. C'est que les gens comprennent bien c'est quoi les axes techniques, business et comment travailler autour. C'est également compléter un petit questionnaire qui nous permet de comprendre quel type d'envoyeur vous êtes en termes de volume, en termes de pression commerciale, en termes de messages, en termes d'attente. Donc ça, c'est hop, avant de partir, on se met vraiment dans le contexte. Après, on attaque la partie de l'intégration avec un atelier des livres qui est vraiment fourni par nos experts, Thomas, François, Anne-Claire et autres, qui eux vont à ce moment-là attaquer la partie des sous-domaines, la configuration technique, l'authentification, le chauffage des adresses IP, par exemple. Donc là, on est déjà occupé de se lancer. On a mis le pied à l'étrier, on est parti. Et après, il y a vraiment des workshops continus où on va essayer d'optimaliser. Vous vous rappeliez que dans la première session, j'avais beaucoup parlé de créer votre propre benchmark. Eh bien, on va essayer de se battre contre notre propre benchmark en utilisant les résultats, en faisant de la recommandation et en poussant les limites beaucoup plus loin. Alors, il y a des notions de filtre et je ne vais pas m'attarder dessus et on pourra rentrer dans le détail et n'hésitez pas. Mais du coup, il y a un certain nombre de choses à faire avant l'envoi, sur les retours de serveurs, au niveau des activités, des réactions des utilisateurs aussi. Bon, vous avez un tas d'informations qui sont exploitables, pensez-y. Pensez aux notions de dernière ouverture, dernier clic, mise sur liste noire, les statuts des emails, les historiques des communications. Pourquoi je vous mentionne ça? C'est que souvent les gens vont utiliser plutôt des notions n'a pas interagi avec les 5 dernières campagnes email, au lieu de se dire n'a pas interagi depuis une notion de temps. Le temps est plus intéressant d'après moi qu'un nombre de volumes. Voilà, encore une fois, vous allez pouvoir grâce à ça identifier des cibles et commencer à traiter vos consommateurs de manière plus personnelle, plus unique les uns avec les autres. Évidemment, checkez vos reporting. Tous vos outils doivent en fournir. Nous, on en a qui sont très simples jusqu'à très évolués. Les taux d'ouverture, les taux de clic, de semaine en semaine, de mois en mois, de campagne en campagne. Des rapports de performance, avec des notions d'activité, de profil joignable. Il y a des experts. Anne-Claire peut vous mettre en contact avec des gens de chez ReturnPath, par exemple, qui ont vraiment un super produit par rapport à ça aussi. Donc, pensez-y, je vais dire. Et du coup, on va traiter aussi ces notifications. Alors, nous, on viendra proactivement chez vous. Pensez à rajouter ça dans votre prochaine RFP, d'avoir des alertes qui viennent de vos prestataires pour vous accompagner là-dessus. Ça me paraît vraiment important parce que cette expertise, elle est chez vos fournisseurs et pas encore peut-être chez vous aujourd'hui. Donc voilà, je vais juste prendre les séries de questions parce que je me doute qu'on est vendredi et que tout le monde doit retourner au travail. Alors, à la question, la session 2, pas de souci, c'est enregistré. J'ai Véro qui est à côté de moi, mais comme d'habitude, elle se cache, vous le savez. Donc, elle prévoit ça pour la semaine prochaine, d'avoir un wrap-up où on va vous renvoyer session 1, 2, 3. Ça fera 1h30 de vidéo dans les deux langues, le français et l'anglais. Donc, on peut y aller, quoi. Alors, peut-on traquer les forwards? Alors, on peut traquer les forwards à partir du moment où on va utiliser plutôt un formulaire du type send to a friend. Alors, pourquoi je vous conseille de travailler là-dessus? Parce que là, de un, vous allez savoir que les gens ont cliqué sur un bouton de forward. Si vous le faites depuis directement votre client, Outlook, Gmail, cette information, je ne l'aurai pas. Et puis, à côté de ça, il y a surtout un gros impact de faire un forward. C'est que si la personne venait à cliquer dessus, ça va être
stocké sur votre profil. Donc, si Jonathan envoie le courrier de la société X à Véro et que Véro clique dessus, ça, moi, vous allez avoir l'information que Jonathan a cliqué et pas Véronique, parce qu'on a perdu ce lien. Donc ça, c'est une première chose. Ça veut aussi dire que si elle clique sur se désinscrire, je recevrai plus vos courriers. Bon, elle le fera jamais, mais ça pourrait être possible. Du coup, plutôt avoir un bouton qui est ceci est un super contenu et je te l'envoie. Passer par le Send to a Friend, c'est une option qui est dans Actito, qui vous permet non seulement de référencer les adresses et du coup vous êtes complètement GDPR, premier axe. Deuxième axe, vous allez vous pouvoir écrire un message et du coup générer de la valeur dessus. Et par rapport à la marque, vous avez donné le signal que vous partagez. Donc il y a beaucoup de chances qu'ils vont essayer de vous identifier comme un ambassadeur et essayer de créer de la valeur avec vous là derrière. Donc voilà, ça c'est par rapport au forward. Et alors à la question si nous accompagnons les clients sur justement tout ce qui est l'authentification, SPF, DKIM et tout ça, bien évidemment, ça fait partie de la proposition de valeur qu'on a dedans. J'avais juste pas envie de faire un débat ultra technique parce que j'ai des experts tout simplement qui peuvent vous accompagner là-dessus et qui seront beaucoup plus pointus encore que moi je pourrais l'être. Moi j'ai plutôt envie de vous donner une vision globale par rapport à ça et j'espère que ça vous aura parlé. Je vois pas d'autres questions. Je vois que je suis 7 minutes au-dessus du timing. Donc, un grand merci pour toute cette session. Comme je le dis toujours, feedback is a gift. Donc, si vous pouvez nous donner votre sentiment par rapport à qualité de la présentation, qualité du présentateur, n'hésitez pas. Je suis pas sensible. Je veux m'améliorer. Donc, c'est une notion. Qu'est-ce qu'on pourrait partager encore avec vous? Est-ce qu'on doit aller dans des choses plus pointues, plus techniques, ou il y a d'autres sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde? Allez-y. Je veux dire, moi, comme Véro, on est vraiment preneur de ça. On a envie de mettre 20 ans d'expérience vraiment au service des marketeurs et pas que de nos clients, vu que c'est vraiment accessible par tout le monde. Donc, partage, feedback. On serait ravis. Et je vous donne rendez-vous pour les prochaines sessions. À très vite. Au revoir.